Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. La luminosité est peut-être un peu bizarre, je suis désolée, mais ça s'appelle l'hiver. Donc on n'a pas vraiment le choix. Bref, j'ai fait déjà 2 tops comme ça sur ma chaîne. Le premier, le top de mes personnages masculins préférés, donc un top 10. Et le deuxième, le top 5, il me semble, de mes couples préférés. Et là, du coup, je fais un top 10 de mes personnages féminins préférés. Top 10 malgré ce que j'ai pu dire, parce que j'ai dit qu'il y a plus de personnages masculins qui m'ont marqué que de personnages féminins, et que donc je ferai probablement un top 10 pour les personnages masculins et un top 5 seulement pour les personnages féminins. Sauf qu'en fait, il y a certes moins de personnages féminins qui m'ont marqué que de personnages masculins, mais en fait ça veut juste dire que j'ai plus galéré à faire le top 10 des personnages masculins que des personnages féminins. Les personnages féminins m'ont sauté aux yeux et j'ai pas eu réellement de choix à faire. Parce que par exemple, le numéro 11 et le numéro 12, même le numéro 13 de mes personnages masculins préférés, ils sont pas dans le top 10, mais j'ai galéré à choisir. Pour les personnages féminins, j'ai surtout galéré à les classer, parce que je vais vous les présenter du 10e au premier, enfin de la 10e à la première, pardon. Mais en soi, les choisir, ça n'a pas été difficile. Vous voyez, il n'y a pas d'autres personnages féminins, à part ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Bref, 10 personnages féminins qui m'ont marqué et que j'adore, de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai le préféré, sachant qu'évidemment si je vous les montre dans cette vidéo, c'est 10 personnages féminins que j'ai absolument adoré. Bref, c'est parti. En numéro 10, on a Casey, c'est ça, de la saga Tiny Breaths de Kara Tucker, donc ici le tome 1, Respire. C'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps, j'ai déjà dû la présenter sur la chaîne, mais ce qui est sûr c'est qu'au moment où je l'ai lu, j'avais pas de chaîne YouTube, donc j'en ai pas parlé au moment où je l'ai lu. C'est une trilogie, j'ai adoré cette saga. En gros on suit Casey qui a une vie assez mouvementée, assez compliquée. Ses parents ne sont pas de bons parents, mais alors vraiment pas, et elle est un peu poursuivie, un peu beaucoup, poursuivie par l'un de ses ex qui est complètement ravagé dans son cerveau, vraiment. Et du coup elle prend sa petite sœur qui s'appelle Livy, c'est ça, elle prend sa petite sœur et elle monte dans un bus toutes les deux, elle part, elle quitte, elle fuit vraiment très loin pour essayer de reconstruire la vie et d'avancer. On est quand même, je sais pas si vous avez fait gaffe, chez Hugo Roman, donc évidemment il y a une romance au milieu de tout ça, mais vraiment, et c'est assez rare pour moi, j'ai toujours dit que j'avais besoin d'un personnage masculin auquel j'accroche, que j'aime vraiment pour aimer une romance. Alors, c'est vrai, à une exception près, et cette exception, c'est quand le personnage féminin me plaît vraiment beaucoup. J'ai pas du coup besoin d'un personnage masculin que je kiffe particulièrement. Là pour vous dire, je suis même pas capable de vous citer le nom du personnage masculin, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais Casey, vraiment j'ai adoré la force de caractère qu'elle a, le courage qu'elle a, cette capacité qu'elle a de tout faire pour protéger sa petite sœur sans même se rendre compte que du coup personne n'est là pour la protéger elle, personne n'est là pour l'aider. Non pas qu'une femme a besoin d'être protégée forcément, mais personne n'est là pour la soutenir, elle est là pour sa sœur, elle est présente pour sa sœur, elle fait tout ce qu'elle peut pour sa sœur. Mais du coup, elle est seule, en fait. Bon, c'est quand même une romance, vous avez compris, mais vraiment, j'ai trouvé ce personnage... c'est un des personnages les plus forts, un des personnages féminins les plus forts que j'ai pu rencontrer dans la littérature. Elle est 10e parce que malgré tout, il y a quand même du lourd derrière, tu vois, mais c'est ouf parce que ça fait au moins... Ça va faire pas loin de 10 ans que j'ai lu ce bouquin et j'en ai encore un souvenir très présent. Voilà. En numéro 9, j'ai mis Maya de la légende des 4 parce que, donc écrit par Cassandra O'Donnell, parce que c'est un personnage qui ne se laisse pas faire. Vraiment, elle est prise assez rapidement dans la saga dans un triangle amoureux avec 2 garçons et en général, quand c'est le cas, le personnage féminin se retrouve un peu... genre on la plaint, tu sais, oh la pauvre, comment elle va faire et tout. Soit on la plaint, soit on l'insulte parce que franchement ça se fait pas de jouer avec les sentiments, blablabla, elle pourra choisir bidule machin. Mais là, c'est pas le cas. Vraiment de la manière dont c'est écrit, de la manière dont c'est construit, c'est pas le cas. Maya, elle l'a quoi, genre vraiment elle est pas... En fait elle est pas définie par les 2 mecs avec qui elle est prise dans ce triangle amoureux, elle est pas définie par ça, elle est définie par ce qu'elle est, c'est-à-dire l'héritière du clan des loups, parce que dans cette saga il y a 4 clans, donc les loups, les serpents, les tigres et les aigles, et Maya est
une louve, donc elle est l'héritière du clan des loups. Et genre vraiment, je sais pas comment expliquer, mais elle en impose quoi. Genre vraiment, elle est là et tu peux pas tester quoi. Vraiment. Et j'ai un peu hésité à mettre Maya dans mon top parce que il me semble avoir dit à plusieurs reprises que dans tous les triangles amoureux que j'ai rencontrés en lecture, en série, en film, la personne qui devait choisir a toujours choisi celui ou celle que je voulais qu'il soit choisi. Sauf dans un cas, et ce cas c'est cette saga. Dans cette saga, Maya ne choisit pas la personne que je voulais, mais malgré tout j'adore Maya, et je pense que ça joue aussi sur le fait que je l'aime quoi, genre pour une fois, elle a pas choisi celui que je voulais. Alors évidemment j'ai aucun rôle dans, enfin je peux pas convaincre un personnage de choisir celui que je veux, mais tous les autres ont toujours choisi, et toutes les autres ont toujours choisi celui ou celle que je voulais, elle choisit, et Maya non, tu vois. Genre quelque part ça prouve que, je sais pas, elle a vraiment ce côté autonome, ce côté je fais ce que je veux et je t'emmerde quoi. Et vraiment j'adore ça. Pardon pour le gros mot. En numéro 8, j'ai mis Cerise, donc le tome 1 des filles au chocolat, Cœur Cerise de Cathy Cassidy, Cerise étant le prénom du personnage principal ici. Je me suis énormément retrouvée dans ce personnage là. J'ai fait une vidéo dédiée au tome 3 de la saga, auquel je me suis aussi pas mal identifiée malheureusement. Mais vraiment Cerise, je l'ai lu, et en fait c'est ouf parce que c'est un roman jeunesse. Moi je l'ai lu, je devais avoir dans les 20-22 ans par là, et j'ai quand même appris énormément de choses sur moi-même avec la lecture de ce livre. Avec Cerise, en gros on est dans une saga où elles sont 5 sœurs il me semble, et en gros Cerise est leur demi-sœur. Enfin, même pas. En gros, le papa de Cerise et la maman des autres filles se sont mis en couple et emménagent ensemble, et donc Cerise emménage avec ses autres, avec ses sœurs. Elles sont pas sœurs de sang, vous voyez, mais elles deviennent demi-sœurs par l'alliance de leurs parents, entre guillemets. Bref, et du coup, Cerise va tout faire, parce que c'est dans sa nature, pour rentrer dans le moule, pour être acceptée par ses sœurs. Elle veut adopter le comportement qui la fera accepter par ses sœurs. Et du coup elle n'est pas du tout naturelle, et c'est quelque chose que j'ai énormément fait dans ma vie. Et en fait au fil du temps tu te rends compte que ça sert à rien, parce que même si de cette manière là les autres t'acceptent, ils ne t'acceptent pas pour qui tu es, mais pour qui tu sembles être. Et en plus tu fais tout pour être la personne que tu crois qu'ils vont apprécier. Ça n'a aucun sens de faire ça, ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, j'ai mis des années à comprendre ça dans ma vie, hein. Comme j'ai dit, j'ai lu ce livre, j'avais plus de 20 ans. Mais on en apprend tous les jours. Voilà, et du coup je me suis vraiment énormément identifiée à... ah non, elle s'appelle Cerise, mais elle s'appelle Cherry en fait, bref. Et vraiment j'ai adoré ce tome là. J'ai adoré la saga au global. Le tome 3 comme j'ai dit est un des meilleurs de la saga, si ce n'est le meilleur. Mais en termes de personnage, c'est Cherry que j'ai préféré. Donc elle est 8ème. Pour les 2, 3, peut-être 4 livres et personnages qui viennent, j'ai eu beaucoup de mal à les classer les unes par rapport aux autres, mais à un moment donné, il fallait faire des choix. Donc en numéro 7, j'ai mis Rebecca Keane de la saga Rebecca Keane, une nouvelle saga écrite par Cassandra O'Neil. J'aime beaucoup Cassandra O'Neil. Vraiment, en fait, je trouve ça ouf parce que quand tu lis le livre, tu oublies l'âge qu'elle a, mais elle a 19-20 ans. À peine, Rebecca Keane, vraiment. Elle a une fille de 10-11 ans, mais elle a vraiment 19-20 ans à peine. Et on suit donc Rebecca Keane. Elle a ce côté un petit peu pouvoir surnaturel, donc tout est expliqué par ses pouvoirs, mais elle a quand même cette force de caractère de s'imposer dans un monde d'hommes et dans un monde de créatures surnaturelles. Elle est entourée par des hommes, par des vampires, par des métamorphes, par des loups-garous hyper puissants qui pourraient la tuer en un claquement de doigts, et elle ne se laisse pas faire. Elle arrive à les terroriser. Vraiment, elle terrifie des loups-garous. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Bon, il y a un seul vampire qu'elle arrive pas vraiment à terrifier, mais bon, il est tombé amoureux d'elle. Du coup, c'est une forme de... Comment dire ? C'est un autre moyen pour faire en sorte qu'il ne l'attaque pas, voyez-vous. Vraiment, j'adore Rebecca Keane. J'aime beaucoup l'univers, ce qu'elle fait, ses choix. C'est une héroïne complète, en fait, vraiment. Et il n'y a pas ce... Comment expliquer? Il n'y a pas ce côté, si elle était un homme, elle pourrait faire autrement. Si elle était un homme, ça serait mieux. Pas du tout. Vraiment, elle en impose, et j'adore Rebecca Keane, quoi. Voilà. En numéro 6, j'ai choisi Emma de Ma raison de vivre, écrit par Rebecca Donovan. Cette saga, donc c'est une trilogie, m'a absolument
bouleversée. Et ce qui est terrifiant en fait, c'est que je peux pas réellement vous dire pourquoi j'aime ce personnage et ce qui se passe dans ce bouquin. Parce que si je rentre dans les détails de pourquoi j'aime ce personnage, pourquoi je la trouve tellement forte, tellement courageuse et en même temps tellement fragile, je vous spoil le bouquin. Et ça serait dommage, vraiment. Je peux que vous encourager à découvrir cette saga, à découvrir cette héroïne. Elle est à la fois forte et fragile, elle est à la fois indépendante et en même temps tellement enfermée dans sa vie que c'en est terrifiant. Vraiment, En fait, j'adore la saga. J'ai hésité à mettre la saga dans mes sagas préférées, mais finalement, la saga repose tellement sur Emma que si j'aime autant la saga, c'est parce que j'adore le personnage. Alors, j'aime pas ce qui lui arrive, qu'on soit clair, mais j'aime la manière qu'elle a de gérer sa vie, de gérer les galères et les trucs absolument terrifiants qui lui arrivent. J'aime comment elle réussit à tomber amoureuse de... Comment il s'appelle? Evan. Alors que pour elle, c'est comme s'abandonner à... En fait, c'est comme abandonner le peu de liberté qui lui reste à un homme. Bon, ils sont adolescents, mais vous avez compris. Et en même temps, elle essaye de le repousser parce qu'elle peut pas réellement l'inclure dans sa vie vu ce qui se passe dans sa vie malheureusement. Mais en même temps, elle n'arrive pas à le rejeter parce qu'elle est amoureuse de lui. Vraiment, c'est tout un système de sentiments contradictoires qu'elle gère comme elle peut. Et c'est vraiment beau à voir, je trouve. J'ai adoré cette saga et j'adore Emma. Voilà. On entre donc dans le top 5 et celle que j'ai mis en numéro 5 peut vous surprendre et en même temps pas tant que ça parce que j'en ai beaucoup parlé de la saga en vlog et j'ai dit à plusieurs reprises quel était mon personnage préféré de la saga, même si c'est pas du tout un avis répandu. Pour moi il était absolument évident de la mettre dans ce top là. Elle est 5e et je suis très contente. Je parle de la saga Harry Potter. J'ai choisi de vous montrer Harry Potter et la Coupe de Feu. Il me semble qu'on aperçoit le personnage que je vais citer dans le tome 3, mais elle devient vraiment importante dans le tome 4. Je parle de Cho Chang. Oui, c'est un personnage extrêmement secondaire, c'est un personnage qu'on voit très peu, c'est un personnage en plus qu'on n'aime pas forcément si on a vu que les films, mais dans les films, ils ont modifié la réalité écrite par J.K. Rowling, notamment dans le tome 5. Bref, j'adore Cho. Je l'ai dit en vlog et je l'ai dit à plusieurs reprises, elle est le personnage auquel je m'identifie le plus de toute la saga. Et en même temps, pour les gens qui me connaissent, c'est pas complètement nul, enfin, c'est pas complètement débile ce que je dis, tu vois. C'est-à-dire que Cho et Serre d'Aigle, elle a ce petit côté un peu fun, un peu fou de temps en temps. Mais la plupart du temps, elle est quand même extrêmement calme, extrêmement seule, extrêmement timide. C'est toute ma vie. Enfin, voilà, c'est toute ma vie. Vraiment, j'adore Cho. Voilà, c'est tout. En plus, dans les livres, elle est attrapeuse de l'équipe de Quidditch. Elle a ce côté un peu qui en impose, quoi. Genre vraiment, qui n'est pas présent forcément dans les films. Dans les films, il me semble qu'il y a un match où elle joue contre Harry au poste d'attrapeuse, du coup. Mais c'est pas vraiment développé dans les films. Et ma relecture n'a fait que confirmer que j'adore Cho. Et s'il ne devait rester qu'un personnage à la fin de Harry Potter, ben moi je suis désolée pour tous les autres, mais je choisirais Cho. Voilà. Alexa Tarabotti de la saga Le Protectorat de l'Ombrelle, ici le tome 1 Sans âme, écrit par Gail Carriger, est numéro 4 dans mon top. Et le tenir en main avec ce petit macaron là qu'on peut pas retirer, c'est marqué livre offert pour 2 livres achetés, ça me rappelle de comment j'ai eu ce premier tome. Je vais d'abord vous dire pourquoi j'aime cette saga et pourquoi j'aime Alexa Tarabotti. On est dans les années 1800 et quelques, je dirais, à une époque où le protocole est très très important. Il faut se maquiller comme ça, il faut s'habiller comme ci, il faut se comporter comme ça. Attention, tu es une femme et tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Vraiment, toutes les normes sociales sont extrêmement lourdes à cette époque. Et on est dans un univers fantastique avec des vampires, avec des loups-garous, mais quand même toutes ces normes. Et donc on suit Alexa Tarabotti qui est une sans âme et qui terrifie un petit peu les créatures surnaturelles parce que elle a pas d'âme en fait. Voilà, donc elle a pas d'âme, genre elle est pas vraiment humaine parce qu'elle a pas d'âme. Et on suit son histoire avec donc les vampires, les loups-garous, une meute de loups-garous. Et il se trouve que, comble de malheur pour Alexa Tarabotti, elle ne correspond absolument pas aux standards de beauté de l'époque. Elle est un peu trop moche, elle a un nez un peu trop gros, il me semble. Elle est en plus, grand malheur, un peu trop ronde. Rien ne va.
Vraiment rien ne va, elle ne correspond pas du tout aux standards de beauté de l'époque et du coup, pire que tout grand malheur, elle est vieille fille parce que personne n'a voulu d'elle et ça c'est terrifiant pour une femme à l'époque, mais elle s'en fout. Et en fait, cette dualité est présente dans chaque saga, je pense, de Gail Carriger. Moi j'en ai lu que 2 pour l'instant, donc celle-ci et le personnage de Mademoiselle Géraldine. Mais je pense que c'est une marque de fabrique chez Gail Carriger. Et en fait, cette dualité même est présente dans le personnage, en Alexia Tarabordi. C'est-à-dire que d'un côté, elle ne correspond à aucune des normes sociales de l'époque. Comme je l'ai dit, elle n'est pas mariée, elle est trop grosse, elle est trop moche, elle a pas de famille, en fait, elle a raté sa vie de femme, voyez, selon les normes de l'époque. Et de l'autre côté, elle fait tout pour respecter ces normes. C'est assez ouf. Mais vraiment, elle tient à ses normes, elle tient à correspondre aux standards de la société, même si elle peut pas en fait, parce qu'elle est trop grosse. Mais il y a tout un tas de scènes qui sont à mourir de rire, de voir ce personnage se battre contre la société, en même temps essayer de correspondre à ce qu'on attendait d'elle à l'époque, alors qu'elle peut pas en fait. Vraiment, elle a ce côté un peu rebelle, de temps en temps, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Et je sais pas expliquer, mais j'adore ce personnage. Vraiment, j'adore la suivre. Elle est tellement drôle, elle est tellement fun. Et en fait, elle ne se rend même pas compte des contradictions qu'elle a en elle. J'adore ce personnage. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'adore cette saga. J'adore Alexia. En numéro 3, on a ma seule exception à ma règle. Ma propre règle à moi. En fait, quand j'ai rassemblé les personnages et que je les ai classés, donc d'un côté les personnages masculins, de l'autre côté les personnages féminins, j'ai décidé à ce moment-là de faire un top de couple parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnages que je voulais mettre dans les deux. Par exemple, Alexia et Maxon, qui est dans mon top de couple. Je voulais mettre Alexia dans le top des personnages féminins. America. Pardon, dans le top des personnages féminins et Maxon dans le personnage des personnages masculins. Du coup, je me suis dit, c'est ridicule, je vais faire un top de couple, comme ça, au lieu de mettre les personnages chacun dans leur top, et ben je les mets dans le top des couples et on n'en parle plus. Il se trouve qu'il y a une exception à cette règle, c'est-à-dire qu'il y a un personnage masculin que je vous ai présenté dans le top de personnages masculins, qui est en couple avec un personnage féminin, que je vais vous présenter maintenant. Je vous montre le bouquin. Et après je vous explique, lui il est numéro 1, elle est numéro 3. Je parle de Katniss dans Hunger Games. Je pouvais pas les présenter en tant que couple parce que les raisons pour lesquelles je les aime, c'est pas parce qu'ils sont en couple et c'est pas quand ils sont l'un avec l'autre. Je suis pas mal rentrée dans les détails dans mes souvenirs sur Peeta qui est numéro 1 donc dans mon personnage des tops masculins que je vous remettrai en barre d'infos avec le top des couples si vous voulez. Mais j'aime Katniss pour bien d'autres raisons. En fait, j'aime tellement Peeta qu'on pourrait croire que j'aime Katniss parce qu'elle est avec Peeta et parce qu'elle choisit Peeta, comme j'ai dit. Mais c'est pas le cas. J'aime Katniss pour plein d'autres raisons. Et vous savez quoi? Même si elle n'avait pas choisi Peeta, je lui en voudrais, mais je l'aimerais quand même. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Katniss et de vous résumer Hunger Games. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Mais j'aime Katniss parce que elle a ce côté combatif, évidemment, mais elle a surtout ce courage que peu de gens ont. Rien que l'une des premières scènes de la saga, c'est quand même elle qui se sacrifie pour prendre la place de sa petite sœur. Je suis pas certaine que tout le monde aurait fait ça. Je suis même quasiment certaine que dans l'histoire des Hunger Games, c'est déjà arrivé qu'un petit frère ou qu'une petite sœur soit choisi sans que le grand frère ou la grande sœur ne se sacrifie à sa place. Rien que ça, en fait, aller risquer sa vie pour accorder peut-être juste quelques années de plus à sa sœur, parce qu'elle est même pas sûre que sa sœur va vivre très longtemps grâce à ce sacrifice-là, et pour ceux qui ont lu la saga, voilà. Mais rien que ça, en fait, c'est déjà énorme, et après, elle se retrouve le symbole même de toute une rébellion. C'est pas un poste évident, hein, c'est pas un rôle évident à jouer, et elle se débrouille en fait, genre vraiment. Alors, Peeta est là, évidemment, j'adore Peeta, voilà, mais en fait, ce que j'aime chez Katniss, c'est qu'en général, dans une romance, si tu sépares les deux personnages, il manque un truc. Genre vraiment, vous voyez, le fait qu'ils soient amoureux, le fait qu'ils soient ensemble, c'est ça que j'aime en général, et c'est pour ça que j'ai fait mon top de couple. Genre, America n'est pas la même sans Maxon, clairement, et Maxon n'est pas le même sans America, ça marche dans les deux sens, mais pour Katniss et Peeta, ça marche pas. C'est pour ça que je les présente séparément. Parce que
Katniss et Peeta sont ensemble. C'est très mignon, c'est très cool, voilà. Mais si tu les sépares, ils restent les mêmes, en fait. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre pour être qui ils sont. Alors je dis pas que c'est pas cool quand ça arrive, mais ils ont cette capacité de rester eux-mêmes, en couple ou pas. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas forcément négatif, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et voilà. J'ai pas d'autres arguments pour Katniss. Mais c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai tellement peur de relire Hunger Games. Je suis pas sûre d'aimer autant. J'ai peur de me rendre compte que j'aime pas les personnages autant que dans mon souvenir à la relecture, vous voyez. Et j'ai peur d'être déçue. Donc peut-être que je ne relirai jamais Hunger Games, peut-être que ça restera dans mon souvenir quelque chose de sacré et d'idolâtré. Mais Katniss est un des personnages les plus forts de toute la littérature et de tout ce que j'ai pu lire, donc elle est troisième. Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson, avec grand personnage féminin, donc Lisbeth Salander, donc elle est numéro 2. J'ai longuement hésité entre Katniss, Lisbeth et tout, mais Lisbeth est quand même devant parce que Lisbeth est l'incarnation du mal quelque part en fait. Elle fait autant de mal aux hommes que les hommes lui en ont fait, et en général c'est ce qu'on reproche aux femmes. On leur dit oui ça va c'est bon, genre t'as été violée, t'as été battue, mais toi tu dois être gentille, vous voyez, tu dois genre il y a même des femmes qu'on culpabilise parce qu'elles portent plainte. Genre tu dois pas porter plainte, tu dois rester dans ton rôle féminin, doux, mignon, sage, gentil, et porter plainte c'est méchant, tu vois, genre vraiment. Et Lisbeth, Lisbeth s'en bat les couilles, clairement. Elle fait des choses absolument terrifiantes dans cette saga, alors qu'on soit clair. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut agir, mais je dis juste qu'avoir un personnage féminin qui prend les choses en main de manière certes violente, mais qui prend les choses en main quand même, et qui dénonce tout un tas de comportements terrifiants, vraiment elle a une vie mais terrifiante, bah ça fait du bien. Genre vraiment, ça fait du bien. Alors ici on est dans de la fiction, on est ok là-dessus. Je dis pas encore une fois que c'est ce qu'il faut faire dans la vraie vie, mais Lisbeth est l'incarnation du mal en fait. Et à un moment donné, c'est un peu genre œil pour œil, hop, dent pour dent, tu vois. T'es un connard, bah je vais te l'écrire littéralement sur le torse pour que tout le monde le sache. C'est terrifiant. Et quand je dis écrire, c'est gravé, hein, c'est pas c'est tatoué, hein, genre vraiment. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de Millennium, je peux que vous encourager à lire cette saga. Je sais que c'est pas facile à lire, je sais que notamment ce tome 1 est un peu compliqué à lire, genre il y a des moments où je comprenais pas tout, et il y a des pages entières que tu lis, des dizaines de pages entières que tu lis, et tu te dis mais c'est long, c'est chiant, c'est mou, je comprends pas, à quoi ça sert que je lise tout ça. Mais croyez-moi, je le dis à chaque fois que je parle de cette saga, croyez-moi, chaque page, chaque paragraphe, chaque ligne a une utilité. Tu t'en rends pas forcément compte au moment où tu le lis, mais ça a une utilité, vraiment. Et pour moi, la saga ne serait clairement pas la même sans Lisbeth Salander. C'est un personnage torturé, c'est un personnage malmené, mais c'est un personnage qui a su trouver un moyen de s'en sortir. Alors c'est pas un moyen très positif, c'est pas un moyen très légal même, mais c'est sa manière à elle de s'en sortir, et elle fait ce qu'elle a besoin de faire pour continuer à vivre malgré ce qui lui est arrivé, et je trouve que c'est une marque, une preuve de force en fait, de force de caractère, et j'adore Lisbeth. Voilà. J'ai globalement eu énormément de mal à faire ce classement de tous mes personnages féminins préférés, genre Katniss, Lisbeth, même Alexia, Cho, je savais pas trop, vous voyez. Par contre, il y a une personnage, ouais, j'ai envie de le dire au féminin, qui n'a jamais été détrônée. La place de numéro 1 n'a jamais été en concurrence avec personne. Elle est numéro 1. Et il va falloir y aller pour que je trouve un personnage qui la battra un jour. C'est Charlie Davidson de la saga. Charlie Davidson. Ici le tome 1, première tombe sur la droite, écrit par Darida Jones. J'adore Charlie, j'en ai déjà beaucoup parlé de Charlie, elle m'a énormément aidée, un peu comme Cherry. Bon, Cherry est beaucoup plus bas dans le classement, mais Charlie, en fait, j'ai commencé cette saga à une période de ma vie où je me cherchais encore un petit peu. J'étais encore dans cette phase de je me comporte comme les gens attendent que je me comporte
je me comporte de la manière dont je pense que les gens vont m'apprécier. Et en fait ça marche pas. J'étais en train de me rendre compte que ça marche pas en fait, et que peu importe ce que tu fais, les gens ne t'apprécient pas tous en fait. C'est pas vrai, c'est comme ça. Donc autant faire ce que tu veux comme tu veux, parce que de toute manière, ça plaira jamais à tout le monde. Et j'ai commencé ce livre-là donc. Et dans cette saga, on suit Charlie qui voit les fantômes. Et du coup, elle se retrouve, depuis l'adolescence, à parler à des personnes, des fantômes, que les autres ne voient pas. Et donc en fait, on la prend pour une folle. Et elle a deux choix. Soit elle ignore les fantômes et elle rentre dans le moule de la société, genre elle est pas folle, elle parle pas à des trucs qui n'existent pas. Soit elle continue à parler aux fantômes et elle les aide, mais du coup, elle devient la risée de son lycée et une personne folle selon la société. Et elle a fait ce choix-là. Elle a choisi de faire ce qui pour elle est juste, d'aider les gens, parce qu'en fait quand les fantômes viennent la voir, c'est pour passer de l'autre côté, c'est pour qu'on retrouve leur corps, qu'on sache où ils sont, ce qui leur est arrivé, qu'on résout l'enquête. C'est ce qu'elle fait. Elle aide son oncle à résoudre les enquêtes, et elle parle directement aux fantômes. Et je trouve que choisir de faire ce qui est juste envers et contre tout, et en se mettant à dos tout un tas de personnes qui ne la croient pas, qui la prennent pour une folle, c'est pas un choix évident en fait. Assumer ce choix, c'est pas évident. Et il y a aussi tout ce côté très léger, très plein d'humour de Charlie. Elle donne un nom à son frigo, à sa douche, elle est un peu déjantée. Vraiment, elle est malgré tout un peu folle. Pas parce qu'elle voit des fantômes, mais parce que c'est sa nature en fait. Vraiment, j'adore Charlie. Il y a ce décalage entre le sérieux de ce qu'elle fait, résoudre des enquêtes, résoudre des morts, on aborde beaucoup de sujets d'enfants disparus, d'enfants maltraités, de femmes battues, de femmes violées, enfin c'est assez terrifiant. Et ce côté très humour, très, très léger de Charlie qu'elle apporte elle-même en tant que personnage. Et j'adore ce personnage. Vraiment, elle est presque humaine. J'ai presque l'impression qu'elle existe réellement, alors que je crois en rien, donc je crois pas qu'il est possible de voir des fantômes, je crois pas que les fantômes existent, tu vois. Mais elle est tellement bien écrite, elle est tellement bien construite que t'as l'impression qu'elle existe réellement, qu'elle pourrait être j'avais l'impression quand je lisais qu'elle était à côté de moi. C'est ouf, vraiment j'adore. Et puis évidemment, il y a une romance au milieu de tout ça qui ne gâche rien, on va pas se mentir. Voilà. Mon seul regret, c'est que Darren Jones n'a pas écrit grand chose d'autre, en tout cas pas traduit en français. Du coup, je suis un peu triste pour ça. Mais je pense pouvoir dire que jamais personne ne détrônera Charlie. Là où Pita est un petit peu en concurrence avec Inan. Pour ceux qui ont vu ma vidéo des personnages masculins, là Charlie est très 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 loin devant pour moi. Et va falloir envoyer du pâté, hein, expression de vieux, pour la battre, vraiment. Cette vidéo est un peu longue, je me suis de nouveau laissée emporter parce que je parle de personnages que j'adore. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en commentaire me partager vos personnages préférés féminins, alors pas forcément 10, mais peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3. Allez-y, vous l'avez fait, enfin certaines personnes l'ont fait dans la vidéo des personnages masculins, et j'ai découvert des sagas et des personnages, donc peut-être que ce sera le cas ici aussi. Bref, je vous laisse, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.